Bienvenue dans Croquis, le magazine de la bande dessinée sur Watch TV. Comme tous les 15 jours, nous partons à la rencontre d'un dessinateur. Aujourd'hui, nous sommes dans l'atelier de Mathieu Bonhomme. Bonjour Mathieu. Bonjour Yann. Merci de nous recevoir. Alors Mathieu, tu commences à être quelqu'un d'assez connu. Tu as près de 20 albums à ton actif, c'est ça ? À peu près, il paraît. À peu Quelque près. chose comme ça, je ne les ai pas comptés précisément. On a le Marquis d'Anaon chez Ouais. Largo, on a Esteban chez Dupuis. Et puis alors aujourd'hui, on se voit plus particulièrement pour parler de ce nouvel album, Texas Cowboy numéro 2. Ouais. Alors est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça raconte ? Texas Cowboy numéro 2, donc c'est le deuxième. Il y a déjà eu un Texas Cowboy numéro 1. Et celui-là raconte pas une histoire, mais plein d'histoires. C'est, comme on pourrait dire, un film choral, c'est une BD chorale. Il y a plein de personnages principaux qui ont des aventures indépendantes, qui vont se croiser dans l'album et qui vont nous donner un portrait de cette ville du Texas qui s'appelle Fort Worth, à l'époque du Grand Ouest sauvage. C'est un scénario écrit par Lewis Trondheim qui a pris un malin plaisir à raconter les histoires de façon un petit peu alambiquée pour que ce soit au lecteur de reconstruire lui-même la trame de l'ensemble. Alors effectivement, déjà c'est pas un album de BD traditionnel, c'est un roman graphique, c'est-à-dire qu'il fait 150 pages, il y a un parti pris. Quand on feuillette l'album, il y a 6 cases par planche, il y a des couleurs bien particulières. C'était quoi l'idée de cet album, l'idée du projet ? Le projet est né avec le Texas Cowboy 1, donc là on ne fait que le prolonger, je dirais, dans la forme. L'idée c'était d'arriver à faire un roman graphique parce que c'est la forme qu'affectionne le plus Lewis à l'écriture. Dans un second temps, on s'est dit aussi faire un western. Ça, c'est moi le genre que j'affectionnais le plus. Donc, j'avais envie qu'il m'écrive un western. Et on s'est dit, tiens, un western en roman graphique, finalement, on n'en voit pas tant que ça. Souvent, le western reste cantonné à des formes très classiques, donc le format 46 pages, etc., que j'aime bien aussi par ailleurs. Mais là, le projet, c'était de faire un roman graphique. Et la deuxième contrainte, c'était de se dire, on est chez Dupuis. Dupuis accepte le projet et Dupuis a envie de le passer dans Spirou. Alors, comment on va faire pour passer un roman graphique petit format dans un journal qui est plutôt habitué à passer des grands formats ? Et assez vite, on s'est dit qu'on allait faire des petits épisodes sous forme de suppléments du journal, comme des petits cahiers comme ça. Et assez vite, on s'est dit, tiens, ça serait marrant du coup que ça ressemble à des petits journaux de l'époque, parce que on voit bien à cette époque-là, les petits récits de cow-boys, le mythe de l'Ouest s'est créé aussi par des petits romans, des novellistes comme ça, des journalistes qui essayaient de faire des papiers à sensation. Et ils avaient des petits livres assez souples, avec comme ça une maquette, une vieille typo. Et donc tout ça, la forme a germé comme ça. Donc moi, ça m'a donné une idée pour faire ces magazines, ces faux magazines, qui sont en fait des chapitres, à la fin des chapitres du livre. J'avais des contraintes comme ça pour arriver dans un côté un peu vintage. Donc je me suis amusé, comme j'ai un dessin de forme assez classique, je me suis amusé à jouer avec toutes ces références graphiques, quoi. Donc il y a la couleur, il y a le grain du papier, j'essaie de faire croire que c'était imprimé sur du vieux papier. Oui, parce qu'il y a une trame Voilà. qu'on voit apparaître. Donc comme là, ça. il y a des trucages. Il y a mon dessin en noir et blanc sous forme d'originaux est assez classique. Et puis après, au niveau de la mise en couleur, alors je l'ai mis sur un vieux papier, j'ai mis de la trame pour que ça donne l'impression que c'était imprimé à l'ancienne. Une trame qui n'est pas complètement nette, qui est un peu accidentée. Et puis après, la mise en couleur, donc le choix des teintes, aussi dans la mesure du possible, telle qu'elle se faisait à l'époque. Et puis après, ça fait un ensemble qui du coup a trouvé sa personnalité, à la fois parce qu'on allait suivre les personnages et cette histoire-là en particulier, mais aussi parce qu'il y avait ce format et ces contraintes de publication. Alors, comment tu travailles ? Alors déjà, tu reçois un scénario de la part de Lewis Trondheim. Dans ce livre, les histoires sont vraiment mises en parallèle. La chronologie n'est pas forcément respectée. C'est un choix de Lewis ou c'est toi qui alors aménage ? Là, c'est vrai qu'on est sur je dirais une collaboration
où l'équilibre se fait comme ça. Lewis écrit et moi je dessine. Et c'est vraiment compartimenté comme ça. Donc au départ, on a un peu parlé du projet, évidemment. On lui a trouvé sa forme, ok. Et puis après, moi je reçois du scénario écrit, détaillé, sous forme de texte. Donc c'est vraiment un document texte avec case 1, qu'est-ce qui se passe, case 2, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc moi après, je reçois tout ça, j'ai les dialogues, je dois donner corps aux personnages, donc leur donner une apparence physique. Et puis, tu fais des recherches. Voilà, je fais des recherches, beaucoup de recherches, de documentation pour les costumes, mais aussi pour tous les accessoires. Le cow-boy ne se dépasse pas sans ses accessoires. Je vois que derrière toi, tu as des pistolets. Ouais, je me suis donné les moyens d'avoir tout ce que je peux. Je vais vous montrer un truc. Là, j'ai un... C'est un Colt d'époque 45, c'est une réplique. D'accord, oui. Il ne peut pas marcher, sinon je n'aurais pas le droit et je ne passerai pas à la télé avec ça. Mais c'est le genre d'accessoire dont j'ai besoin pour rendre crédible mon histoire. Quand on fait un western, on ne peut pas passer à côté des accessoires. Le western, c'est les colts, c'est les chevaux, c'est les selles, c'est les bottes, c'est les saloons. Donc tout ça, il faut qu'à chaque fois, le lecteur le voit et voit qu'il y a de la gourmandise à le réaliser. Parce que moi, c'est un plaisir de faire du western. Donc, il faut que le plaisir il soit communiqué. Donc, je ne peux pas me permettre, aujourd'hui, je ne pourrais pas me permettre de dessiner un cow-boy avec un flingue inventé. Parce que les flingues inventées, ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Donc, il y a des choses. Aujourd'hui, on a Internet. Donc, la doc, on en a, mais à profusion. Et d'ailleurs, un des gros boulots du dessinateur de BD réaliste, c'est d'aller chercher sa documentation, de la trouver la plus fidèle possible, de la comprendre pour pouvoir la retranscrire dans ses récits sans que ça se voit. On ne va pas faire c'est pas du boulot de photo. Et alors, mais dans un moment, dans le récit, on voit, alors il y a toujours cette histoire du manchot qui raconte toujours comment il s'est fait arracher le bras. C'est très drôle, c'est un fil conducteur dans le livre. Et à un moment, donc son récit qui change encore une fois, il se fait écraser le bras par une carriole. Et tu dessines le plan de vue sous la carriole. Mais comment on ne trouve pas sur Internet le dessous d'une carriole du Far West? Bah, en fait, si. Quand on cherche bien, on trouve. On ne trouve pas le dessous de la carriole, le plan tel que je l'ai dessiné. En fait, ce qu'il y a aussi, c'est vrai, on ne trouve jamais la documentation qu'on cherche. On trouve toujours 2-3 petites photos qui correspondent à ce qu'on voudrait. Mais là aussi, c'est vrai qu'en tant que dessinateur, moi, quand je dessine une carriole, j'ai la photo. Il faut que je comprenne parce que l'image d'après, il faudra que je la voie d'un autre angle. Donc si je ne comprends pas ce que je dessine, à la fin, ça ne va pas fonctionner. Donc le dessous d'une carriole, j'ai regardé 3-4 photos de carriole où je voyais un tout petit peu ce qui se passait en dessous. Et puis, très honnêtement, ce n'est pas ma première carriole. Donc je commence à comprendre comment ça se passe, les vieux harnachements comme ça. Et donc, oui, je vois le principe des essieux. Il y a l'essieu avant qui tourne en fonction des chevaux, l'essieu arrière qui est fixe. Donc, je peux être sous une carriole. Maintenant, j'arrive. Mais c'est vrai qu'il faut se creuser un peu la tête. Parce que je voulais ce plan. Je voulais être au ras du sol avec la carriole qui nous passe au-dessus, qui du coup prend toute la case. Et au fond, on a juste ce tout petit bonhomme qui va se faire rouler dessus et qui du coup est microscopique par rapport à cette carriole qui va l'exploser en fait. Qui va lui arracher le bras. Justement, en termes de plan, alors, donc tu fais des crayonnés. Directement, comment ça se passe? Tu te fais un brouillon de tout l'album auparavant? Alors non, je fais ça. En fait, je reçois le scénario de Lewis, qui est très construit, qui est très en place, très écrit, et à moi de le mettre en forme. La mise en forme, ça va passer par le premier geste, c'est un croquis de la page, qui va me permettre de bien mettre en place pour moi mes options de mise en scène. Donc combien de quelle occupation. Quelle surface je prends pour telle action, comment je la découpe, combien de pages va prendre cette séquence et comment je vais développer le déroulement des événements sur le décor que j'aurais aussi choisi. Donc, par exemple, il me dit c'est une vieille maison, il faut que je trouve la bonne vieille maison qui, dans sa configuration, va permettre de faire cette action, que je la dessine et puis quand je suis prêt, à ce moment-là, oui, je vais faire la page. Mais donc, il y a d'abord un premier travail de préparation de la page sous forme de petits croquis. Ensuite, il y a l'exécution sous forme de crayonné, où là j'ai le dessin qui se met en place, où je place ma bulle, j'écris mon texte au crayon, je vais vous montrer, j'ai des petits... Là, voilà, par exemple, j'ai une page de crayonné,
Et du coup, voilà, là, il y a le... Alors, ce qui est il y a les détonnant, c'est que le personnages. format, en fait, on dirait que c'est une feuille de papier imprimante Oui, A4. c'est ça. C'est ça. C'est ça. Oui, C'est vrai que comme c'est un petit livre, je fais des petites pages. oui, Parce que j'aime bien être dans la bonne proportion par rapport au taux de réduction qui va être appliqué à la oui, publication, pour des histoires toutes bêtes, mais la taille du texte oui, ou la façon de ne pas se perdre dans une case. Si je fais des pages trop grandes, oui, je vais me retrouver avec des images trop grandes oui, et du coup des compositions des fois pas très évidentes. Et oui. pour faciliter la lecture, j'ai mes petits réflexes et du coup il ne faut pas que je sois démesuré par rapport à la taille de publication. Hmm. Donc j'adapte mon format original au format du livre. Et alors, Donc une fois que j'ai cette étape de crayonné qui est faite, je l'ai fait sur un format, sur un support, je dirais. Il faut que je le fasse passer, il faut que je le mette en noir et blanc. Donc à ce moment-là, je change de support et je le fais par transparence. Je décalque via une table lumineuse directement à la plume, à l'encre de Chine. Donc là, je fais le contour des cases. le but, c'est quoi? C'est de ne pas abîmer le crayonné ou... Le but, Pourquoi? ça a plein de facilités. C'est-à-dire que moi, ça me permet aussi d'ajuster des fois les cadrages. Oui. Ça me permet aussi d'être sur un papier. Alors, c'est aussi ça le truc, c'est que par exemple, sur une page comme celle-là, où on voit vraiment le travail de l'ancrage, une fois que c'est en noir et blanc, moi, mon cadrage, je peux l'affiner. Et puis, ce papier-là, qui est très bien pour ancrer, C'est il quoi n'est pas comme très papier? bien pour le crayon. C'est- Donc, je préfère le faire en 2 étapes. C'est un papier canson lisse, tout simple. D'accord. En fait, c'est un papier tout simple. Mais pour le crayon, il n'est pas terrible. Oui. Donc, je fais le crayon d'un côté et l'ancrage de l'autre. Ça a plein de côtés pratiques. Maintenant que je suis habitué à cette méthode-là, je m'en accommode très bien. Et voilà. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Et puis, cette étape-là, c'est l'étape de noir et blanc. Quand elle est finie, Mhm. le document est scanné. Oui. Et puis après, la mise en couleur, c'est comme du coloriage. J'ai Photoshop, c'est un logiciel. Je m'en sers comme d'une boîte de feutre Oui. où j'aurai toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Enfin, je fais Mhm. vraiment tout ce que je veux. Et là, je fais ma petite bidouille. Oui. C'est là que je mets le faux papier, c'est là que je mets la trame, D'accord. c'est là que je fais mes petits effets. Et Alors- ce document, une fois qu'il est fini, va chez l'imprimeur. Et alors, j'ai remarqué à un certain endroit de l'album un copier-coller. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, dans la scène du bar, on a 3 personnages qui discutent avec Hutch la framboise, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et alors, ces 3 personnages attendent la réponse de Hutch, ne bougent pas, et donc j'ai l'impression que c'est du copier-coller. Alors, oui. Oui. Ça m'arrive, comme je travaille un petit peu, j'ai une étape qui passe par l'ordinateur, ça m'arrive de faire des copier-coller. L'ordinateur propose cette possibilité-là. Après, ce n'est pas un truc que je vais utiliser comme un flemmard, mais plutôt comme un metteur en scène. C'est-à-dire que cette séquence-là, justement, il y a un personnage qui est très insolent envers ses interlocuteurs, qui lui pose une question et il met un temps fou à répondre parce qu'en fait, il les nargue. Ces mecs-là, du coup, restent immobiles, comme on le serait, nous, interloqués. Donc, ce copier-coller, le fait de les avoir figés et qu'ils restent figés de façon mais où il n'y a pas un cil qui bouge, montre justement l'intention de mise en scène. Et si je les avais fait, d'abord, évidemment, c'est pratique parce que refaire 10 fois le même dessin, c'est contraignant, c'est assez lassant, c'est du temps qui se perd. Mais outre ça, c'est justifié par rapport à la mise en scène. Donc, alors, je me le suis permis. Et alors, dans cette mise en scène, pareil, cette histoire de 6 cases, on a vraiment l'impression parfois que les minutes passent. Il y a vraiment quelque chose qu'on ne trouve pas dans les albums de bande dessinée classique. Ça aussi, ça fait partie du roman graphique, Oui, ce ton-là. Ouais, tout à fait. Ça, c'est vraiment, ça vient de Lewis. C'est sa façon d'écrire, sa façon d'écrire en roman graphique. Lui, il est scénariste et dessinateur. Vous avez remarqué qu'il fait les deux. Dans sa carrière, il y a les deux. Et donc, il sait très bien, quand il va écrire quelque chose, comment ça va se développer visuellement. Et c'est pour lui une partition d'avoir ces 6 cases par planche, et il fait tenir toute sa mise en scène dans ce format qui est une contrainte, mais qui présente des avantages, et surtout qui permet des jeux justement au niveau du rythme. On peut avoir des séquences très lentes, des plans très fixes, puis d'un coup des accélérations, et ça il le maîtrise très bien. Donc moi quand il m'envoie son scénario écrit, je comprends ses intentions, parce que je sais je sais ce qu'il a dans la tête, et du coup je le traduis avec ce gaufrier de 6 cases. C'est vraiment le gaufrier comme la planche à gaufre, c'est 6 cases. Des fois il faut un panoramique, donc il me dit ça prend la case 1 et 2, des fois ça prend toute la page, ça fait une pleine page, et voilà. Ça permet aussi d'avoir plein de cases dans ces petites pages. 146 pages, ça fait beaucoup de cases, et du coup ça raconte beaucoup de choses. Parce que, voilà.
Eh bien Mathieu, merci beaucoup. C'était donc un plaisir de te voir dans ton atelier le Super 4 pour parler de cet album Texas Cowboy numéro 2. Je vous dis au revoir et à très bientôt sur Wesh TV pour une nouvelle édition de Croquis.